Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Donc on va pas tellement parler anglais, on va parler un peu français parce qu'on a moins de temps que l'anglais. Donc on va prendre une demi-heure de pur français. Et on va vous parler non pas de typographie, car nous on ne travaille pas tellement sur la typographie en soi, on est plutôt des usagers en fait en général. Et on va vous expliquer pourquoi à travers différentes applications en fait. Effectivement, nos créations de caractères s'arrêtent en général aux quelques lettres nécessaires pour faire un logotype ou une pochette de disque. Mais ce qu'on aime, c'est utiliser les caractères bien dessinés par les typographes, des caractères plus ou moins traditionnels. Et voilà, on va vous présenter notre façon d'utiliser la typographie. Alors il y a une raison pour le traditionnel, c'est que moi je suis sorti de l'école au moment où on faisait de la Blur, où on bossait avec Neville Brody, donc c'était notre exemple, et en fait après ça on a eu une overdose de typographie je pense, donc du coup on est revenu à des bases beaucoup plus classiques. Une rébellion générationnelle peut-être. Donc le premier exemple ça va être sur Hello, une exposition qu'on a fait à la Gaîté Lyrique il y a 2 ans. Et en fait, tout était sur le principe de tout arrondir, parce que dans le monde actuel, on est parti d'une marque fictive en disant qu'on arrondissait les angles à tout va. Et en fait, le concept, c'était de faire une marque qui était ronde dans son logo, dans sa typographie, dans ses messages, dans l'ensemble de tout ce qu'elle véhiculait. Et on est parti donc de cette typo-là, de la Gotham Rounded. Et en plus, on a fait des associations avec d'autres typos arrondis, parce qu'en général, nous, on ne fait pas ça. Et on a mélangé ça en général avec de la gravure. Donc l'idée là, c'était d'abord la mise en place d'un symbole. Le symbole, c'était l'aigle, l'aigle plutôt politique. Et en fait, on l'a fait converger vers l'aigle marketing, une sorte de combinaison entre l'aigle politique et Hello Kitty. Donc en fait, ça nous a amené vers ce petit symbole un peu ridicule. À droite, il est métallisé parce qu'on l'a amené vers les grandes sociétés. Et au final, on a travaillé un logo qui est fondé sur la base de l'aigle, en fait, de son contour. Et à partir de là, on l'a associé justement à 2 typographies classiques, qui sont la Gotham et la... Et le logo lui-même était le mélange des 2 typos. Donc là, c'est plein... Après, on est allé dans comment une typographie va devenir une partie prenante de l'identité. Bien sûr, c'est une marque fictive, mais après, on l'a appliquée sur de l'affichage, du web, sur des films. Il fallait qu'elle marche sur tous les supports, à la fois numériques, à la fois papier, à la fois éventuellement sur des billets de banque. Donc, en fait, c'était comment on infantilise la communication. Et donc, ouais, voilà. Donc là, ce ne sont que des exemples d'applications, jusqu'au PowerPoint d'entreprise que vous voyez ici. Et, alors, effectivement, le PowerPoint d'entreprise, qui est en général une chose assez laide, la plupart du temps, et je pense qu'il doit y avoir de très beaux PowerPoint. Donc là, on a respecté les règles d'un PowerPoint. Aucune typo à la même taille, de jouer avec parfois des gras, parfois on est centré, parfois on est ferré à gauche, parfois à droite. Donc on s'est plié à l'exercice d'entreprise. Et forcément, cette typographie qui vraiment nous intéressait, en fait, vu que on s'est abrogé des lois du logo pour que en fait, le logo devienne la typographie devient le logo, et en fait tout nous fait converger vers une seule et unique typographie qui du coup devient elle-même un signe en fait. Donc là on l'a appliqué à en fait ça c'est une carte à gratter de Lotto, donc Lotto. Après on avait une carte postale en métal qui était plutôt pour le disque. On avait là à gauche c'est un déroulant. Là vous voyez là c'est le déroulant pour les comment on appelle ça, pas les barcodes mais les trucs de speakerine. Moi je me rappelle plus comment ça s'appelle. Après il y a les goodies, il y a les jouets, il y a les pop-up. Ça c'est la pochette de disque. Donc ça c'était justement on est passé dans un aspect un peu plus métallique. Et c'était comment l'utiliser en filaire métallique. Et là, après, on allait vers des activités plus enfantines. Donc, on a fait le Hello Wall, et ainsi qu'un carnet d'activités pour apprendre le marketing, ou plutôt pour faire apprendre le marketing aux enfants. Donc, c'est complètement cynique, je vous le cache pas. Donc, mais éventuellement, peut-être que dans quelques années, ça sera pas cynique et ça sera rentré dans les mœurs. Donc, vivement ce jour. Et voilà, après on arrive sur tout ce qui est Internet, où justement là on a des bandeaux, des cartes, des jouets, on allait un peu au paroxysme de l'exercice
de l'infantilisation. Et puis maintenant... Voilà, l'idée c'était d'investir en fait tous les champs qu'une entreprise peut investir avec une identité forte et infantile et gentille. Oui, voilà, c'est un exercice de style qui est plutôt marrant. Donc, en soi, nous, ça nous a intéressés. On aurait pu le faire éventuellement avec de l'Helvetica Rounded ou avec de la Volkswagen, la VAG, mais en fait, elle était un peu trop. La VAG, elle est un peu trop connotée années 70, et l'Helvetica Rounded, en fait, elle était plus dure à faire glisser vers un logo et une identité. Donc, en fait, on n'est pas resté sur ces deux-là qui étaient plutôt classiques. Et donc, suite à l'exposition Hello, qui était un travail mélangeant le marketing et la politique, on a fait un vrai travail pour la politique. Donc on a travaillé sur la campagne d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Et là, on va faire un déroulé un petit peu de toutes les déclinaisons qui ont été faites. C'est vraiment notre carnet de campagne. Donc pour toute cette identité, le travail a duré pendant 1 an. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de supports, beaucoup de créations. Tout a été entièrement fait en dada grotesque, qui a un caractère dessiné par De Valence, par Gaël Etienne. Et là, il se trouve que le caractère est devenu, plus que l'identité, c'est devenu le logo. C'est-à-dire que le logo, pour nous, c'était vraiment la façon d'utiliser la typographie plus qu'un signe graphique. On avait ce petit macaron que vous voyez qui avait 20 flèches comme les 20 arrondissements de Paris, qui était notre gimmick logotype. Mais bien souvent, on oubliait même le macaron et l'inclinaison, l'interlignage de la typo devenait lui-même identitaire. D'ailleurs, sur la fiche, on se rend compte que le logo est complètement mineur et on garde seulement le code graphique de l'inclinaison qui était un 360 degrés divisé par 20 comme le nombre d'arrondissements. Tout ça était très mathématique, ce qui nous a permis plus tard en fait, de décliner beaucoup plus facilement. On se rend compte sur ce type de travail où on a collaboré avec 20 graphistes de 20 arrondissements aussi pour faire des déclinaisons par arrondissement après, que la charte graphique était extrêmement importante et qu'il fallait pouvoir donner des guides aux usagers de notre charte graphique et du travail pour qu'ils puissent créer de nouvelles choses différentes sur les mêmes bases. Donc là, typiquement, ce que vous voyez, ce sont une partie des différents tracts qui ont été faits, parce qu'on fait beaucoup de choses imprimées, mais vous allez voir aussi beaucoup de choses digitales. Ça, c'est un morceau, un petit aperçu du programme qui était quand même un bouquin de 250 pages, parce que notre maire avait beaucoup d'idées, donc il fallait les développer. Très informatif. Le logotype, donc, ça s'appelait Paris qui ose. La campagne était nommée Paris qui ose. Donc la typo en fait se déployait dans l'espace. Pour nous, c'était important que l'identité puisse servir d'arrière-plan à des photographiques, parce que pendant une campagne, en fait, beaucoup de journalistes passent dans les locaux de campagne, et on avait besoin d'avoir cette identité qui puisse infuser sur les images qui seront plus tard diffusées sur les réseaux sociaux et passer à la télévision. Donc c'était important pour nous d'installer ces symboles dans le local et dans les lieux qui accueillaient les journalistes. C'est la raison pour laquelle on a fait une sorte de grand mur multicolore. Donc on avait au départ 4 couleurs qui après se sont déclinées et ont pris de la force au fur et à mesure de l'avancement de la campagne. On a commencé avec des couleurs assez douces et désaturées. Et au fur et à mesure que le temps avançait, on a fait monter en chromie tous les visuels. Et voilà, l'idée était de justement véhiculer au mieux leurs idées. Donc là, effectivement, le texte avait une importance capitale. En fait, ce qui est important aussi, c'est de voir que la communication politique, c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, au départ, on était parti sur l'idée qu'on pouvait, comme aux États-Unis, utiliser le bleu, le rouge, que ça, on pouvait éventuellement faire des trucs à l'Obama, n'importe quoi, tous ces trucs-là. Et en fait, en France, par exemple, pour une élection, on n'a pas le droit d'utiliser le bleu et le rouge. C'est quand même un paradoxe. On est dans un pays... Donc on a laissé ça au Front National, c'est une très bonne idée, vive les lois. Et donc le problème, c'est qu'on ne peut plus du tout jouer avec ces couleurs. Donc il fallait jouer sur comment décliner ça de manière simple dans tous les arrondissements, avec des moyens assez... autant avec une photocopieuse qu'avec des impressions en sérigraphie. Et en fait, on a surtout fait de la photocopieuse d'ailleurs. Et donc, c'était comment trouver une identité. En fait, c'est vrai que la typographie, pour le coup, prend le dessus sur tout le reste, en fait.
Non, et puis c'est vrai, pour nous, ce qui était important, c'était que la typographie est seulement le véhicule du message. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le travail a été fait sur la lisibilité et sur l'impact. Parce qu'il fallait, c'est pas qu'une question de lisibilité. Là, on travaille pas des textes très longs en dehors du programme, ou bien entendu, c'est géré pour du texte courant. Mais on travaille des messages très forts, donc la capitale était prédominante. On a beaucoup travaillé avec le caractère bold en capitale. Là, c'était un exemple que nous avons fait. On a fait, 120 stickers avec différents quartiers de Paris pour être au plus proche des Parisiens. On organisait des concours photos Instagram après, où les gens allaient coller les stickers dans leur quartier, relayer les photos, etc. Alors bien sûr, des goodies, comme pour Hello, on avait fait l'exercice, donc on savait ce qu'attendait une marque comme un politique. Donc on leur a fait des stickers, des badges, des ballons. On avait aussi, alors il y a beaucoup durant une campagne, il y a beaucoup de manifestations, in situ dans la ville, pour véhiculer des idées du changement que veulent les candidats. Donc là, typiquement, plutôt que de manifester comme ils le font d'habitude en distribuant des tracts, parce que les gens qui ne prennent pas les tracts ne voient pas le message, on leur a proposé d'afficher les messages directement, et on leur a fabriqué des sortes de petits drapeaux qui étaient porteurs de messages. De la même façon qu'on a décliné la typographie en stencil pour pouvoir faire des clean tags, des tags qui partent à l'eau, enfin tout un tas de choses. Bien entendu, on a travaillé aussi sur la scénographie, parce qu'il y avait beaucoup de meetings, donc il fallait trouver des moyens simples de reconnaître, encore une fois, sur les images, l'identité de la candidate. Donc là, toujours le même système, la typographie, toujours seule, présente, grosse, que ce soit sur un ballon, que ce soit sur des fonds écran, sur des fonds imprimés, sur des posts Twitter, comme on va le voir juste après. Donc là, c'est un échantillon de tout ce qu'on a posté sur les réseaux sociaux. Alors ça va de les licornes soutiennent Anne Hidalgo à des choses beaucoup plus sérieuses. Voilà, je vous laisse le temps de regarder le truc. Parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Donc des mélanges d'images. La plupart du temps, le caractère était utilisé en noir, sauf au cas où on avait une image foncée en arrière-plan. Le caractère n'a jamais été utilisé en couleur pour avoir la meilleure lisibilité et vraiment une reconnaissance. La candidate adverse, en fait, utilisait beaucoup de signes très, justement, un peu infantilisants, gentillés, beaucoup de couleurs. Et il fallait qu'on montre le sérieux de la candidature de notre candidate. Donc on a opté pour cette façon de faire. Ça, c'est une partie du site web où il y avait une timeline sur la vie de Madame Hidalgo. Et voilà. Et voilà pour la mairie. Pour ce gros projet qui a duré 1 an et demi. Alors, maintenant, on va aller vers un sujet un peu les plus... pochettes de Blackstrobe. Plus détendant. Moins engagé. Moins engagé, ouais. Donc là, on est parti sur la Rockwell, qui est une typo relativement classique. Et en fait, là, l'exercice de style, c'était comment utiliser une typo classique, parce que quand même Blackstrobe, en fait, a un petit look 60 américain en général, et il fait beaucoup de musique d'inspiration, rock, folk. Et donc en fait l'exercice c'était de faire 4 pochettes où on va du tout typographique à la photo, à l'illustration, tout en amenant en fait, en conservant une charte hyper rigide. Donc en fait là on a quand même retravaillé légèrement le Rockwell pour lui serrer les empattements, pour créer de l'air tournant qui soit plus compact. Donc en fait on a une pochette toute typo qui est le 45 tours bleu au milieu, une pochette vraiment lui voulait ça, quelque chose de très clin d'œil par rapport au disque des années 60, et un côté plus mise en page pour le noir et blanc. En fait là, donc on arrive à quelque chose qui jouait sur le négatif et le positif en recto verso, et c'est pareil, c'est une combinaison hyper classique. Là il y a du Times et de la Rockwell, et après là on dit quand même qu'on utilise des typos très simples, mais on prend la liberté de les retoucher bien souvent. Et effectivement, Ludo disait que pour équilibrer
Les blancs. Les blancs, le caractère, ben voilà, on a retravaillé les empattements, on les a rallongés en fonction des lettres pour pouvoir avoir l'effet qu'on souhaitait, qui était le plus lourd possible. Ouais. Et après, par exemple, le dernier exemple, c'est vraiment complètement... là, c'est illustration plus la même typo, sauf que là, elle est légèrement abîmée, qu'elle est sur une diagonale et tout. Mais pourtant, si on regarde cette pochette et celle-ci, la grille, en fait, du rond, par exemple, du vinyle est complètement identique. On a une barre coupante en plein centre, on a le logo qui est exactement au même endroit, seul le side A, side B change de place. Et voilà, donc là, on peut vraiment voir qu'entre ces 4 pochettes, c'est un exercice de style. C'est comment utiliser une même typo sur 4 vinyles différents en ayant pas forcément un air de famille, tout en n'ayant pas du tout la même perception. Et c'est surtout flagrant entre ces deux-là, où là on est... Et pour finir, on l'a appliqué forcément au clip, où en fait toutes les paroles que chante le chanteur sont affichées à l'écran, et c'est la même typo en fait qui vient en syncope et en rythmique sur le film. Donc voilà. Donc là, pour moi en tout cas, c'est un vrai exercice de style, ni plus ni moins, en partant d'une typo ultra classique. G100, ça c'est une autre typo classique, c'était pour Étienne de Crécy, donc Super Discount. Et en fait, alors là, on l'a un peu déformé, j'avoue. Le Gilles a pris un petit coup. Mais bon, il fallait qu'il soit très discount, donc on s'est plié à l'exercice de la promotion. Exactement, on l'a simplifié, donc ça fait penser un peu au vieux logo Hertz, mais à la fois, quand on avance dans le temps, là c'est le 3 qui est sorti il y a 10 ans, et ça c'est le 3 qui est sorti il y a 2 mois. Et en fait, il ne change pas de guideline, c'est juste... voilà, en fait, là, ça ne vieillit pas davantage dans le temps. La typo est tellement classique que c'est presque statutaire, en fait. Il y a un bon hashtag pour le concours de tweets ce soir. Donc voilà, ça c'était l'exercice Super Discount. Après, on le pousse assez loin parce qu'on va même les ronds, les petits... chaque rond du disque, en fait, c'est des monnaies différentes qui sont elles-mêmes avec le même effet. Donc là, c'est la livre sterling. Et il n'y a que de la Gilles, à part les logos qu'on nous a imposés, qui sont les logos des maisons de disques. Donc en fait, on est un peu monomaniaque, mais malgré tout, quand on utilise une typographie. Il est quand même arrivé à Ludo de demander à des gens si on pouvait changer la typo de leur logo pour que ça marche avec la pochette. Hein. Parfois, je le fais sans qu'ils le voient. Hein. Je ne me gêne pas. Pas vu, pas pris. Et la dernière, en fait, on va conclure par ça. C'est le plus simple du plus simple. C'est de l'Helvetica et du noir et blanc. Et c'était pour des pochettes de disques. Et c'est juste en faire à gauche, en faire à droite. Et donc c'était assez intéressant. La seule différence, c'est que la pochette en fait est tronquée dans les angles. C'est juste un massicotage en fait. Et il fallait, l'artiste voulait quelque chose de très simple, pas cher et identitaire. Et donc au final, en fait, la graisse du Hope, du Binary et du No Brain s'adaptent. En fait, elles sont constantes. Si on prend les 3 typos avec les 3 tailles différentes, elles ont exactement la même graisse. Donc moi, le seul travail, c'était de travailler sur la graisse. Donc en fait, là, on passe à un travail de dessin, certes, mais pourtant, c'est vraiment c'est peut-être une Suisse plutôt qu'une Helvetica. Et tout est en fer sur la base, en fait, pour former la partie manquante du cube. Là, je crois qu'après, à part faire une typo en Chicago. On a déjà fait des pochettes en Chicago. Ouais, noir et blanche, il reste que ça. Et voilà, donc ça sera la conclusion de cet exercice de style, d'usage en fait, comment traiter la typographie. On était trop rapide. Ouais, on a été on va recommencer, rapide. on vous le refait. On va accéléré. Merci beaucoup. Maybe you have questions. Peut-être il y a des questions pour Ludovic et Rachel. Pour Rachel. Sur les choses sur lesquelles on est peut-être passé trop vite, justement. Oui. Ouais. Donc si j'ai bien compris, je reformule la question pour donc au sujet par rapport à une identité visuelle comme celle qu'ils ont fait mais qu'ils n'ont pas montrée pour le Straight College.
et donc qui est possiblement utilisé par les commanditaires par la suite sans qu'eux n'interviennent directement. Quel est leur regard sur l'utilisation qui est faite de leur identité visuelle, puisque en général, en effet, c'est pensé comme quelque chose d'assez carré, d'assez cadré. C'était hyper cadré et hyper... Après, honnêtement, le projet s'arrête. Hein. Nous, on livre un cahier des charges avec une charte hyper figée. Après, on peut pas suivre. Si les gens veulent pas suivre, à un moment, le partenariat entre clients, commanditaires, c'est aussi, je pense, 30% du boulot. Hein. Si vous avez un commanditaire qui veut pas suivre ce que vous lui donnez, il peut en faire ce qu'il veut, il peut le détruire. Vous n'avez aucune emprise dessus, quoi. Donc moi, en tout cas, ce qu'on a fait à la base sur les cartes de visite, sur le premier mois, avec tout ce qui était assez rigide, moi, j'ai aucun problème personnellement. Mais à un moment, de toute façon, nous, on passe au projet suivant aussi. À un moment, on va pas être chagriné pendant 10 ans sur un projet qui est mal suivi en interne. On peut pas... moi, personnellement, je peux pas faire grand-chose. Mais c'est vrai que dans l'idéal, parfois, on a envie de pouvoir, quand on livre une charte, livrer une formation des usagers de la charte. C'est-à-dire, très bien, on donne une charte, on donne notre bouquin de 120 pages qui explique les usages à faire, à ne pas faire, les espaces de liberté dans lesquels les graphistes peuvent s'engouffrer et ceux dans lesquels il ne faut pas aller. Parce que la charte a des rigidités, mais en même temps, elle a vraiment une ouverture pour pouvoir l'utiliser, et ça, c'est très important. Mais ce qui manque souvent, c'est de pouvoir expliquer aux gens les libertés qu'ils peuvent avoir pour qu'ils puissent s'en emparer et qu'ils n'aillent pas justement chercher à côté. Et ça, c'est une question comme ça se passe souvent dans le travail, de rapport humain, et c'est toujours plus facile quand on se parle que quand on s'envoie juste une chose. Et est-ce que ça veut dire que possiblement, quand on a vécu cette expérience à plusieurs reprises, qui est votre cas, quand on imagine une nouvelle identité visuelle, sachant les difficultés possibles que vont rencontrer les commanditaires, du coup, on anticipe et on envisage l'identité comme quelque chose de plus souple, plus simple, plus ou moins quelque chose. C'est ce qu'on a fait en fait. Elle était hyper souple en soi. Moi, surtout, je dirais, c'est peut-être une erreur de casting. À un moment, les gens, ils viennent vous voir pour leur donner peut-être une charte assez rigide avec une sorte de radicalité, et au final, ils sont incapables de la suivre. Donc, à un moment, nous, on est assez clair dans ce qu'on livre et assez clair dans notre dispositif. Oui, puis on n'a pas donné un truc verrouillé, tout vectorisé. À un moment, c'est des chartes d'application qu'on a utilisées en édition, dans plein de domaines. Et au contraire, à la limite, nous, ce qu'on aime, c'est qu'elle soit bien utilisée avant tout. Donc, Oui, et puis souvent, en fait, quand d'autres graphistes se servent de la charte, et ça a été le cas sur le projet d'Adinalgo, où on avait la chance, là, pour le coup, de parler, enfin, les graphistes, moi, je laissais mon numéro de téléphone, et les graphistes m'appelaient pour me poser des questions, ils m'envoyaient les fichiers, etc. Et on avait la chance d'avoir des bonnes surprises, du bon usage de la charte. Donc, tout dépend de la personne qui va l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, donc c'est pas moi qui gère les budgets. Je vais reformuler la question. Donc nous avons une question sur le budget moi, je vais répondre, de la campagne d'Anne Hidalgo, donc pour la mairie de Paris, projet qui vient d'être présenté et qui a été réalisé l'année dernière par H5. En fait, nous, ce qu'on fait avec Rachel, en général, il y a en effet quelqu'un qui se charge des devis, et dès qu'il commence à parler, on sort de la pièce, parce qu'en fait, ça nous insupporte, les débats financiers, et nous, on n'est pas là pour parler de ça, et donc, au final, personnellement, je n'en ai aucune idée. Mais après, moi, je veux bien vous le donner en dehors, si vous voulez, mais je suis incapable de vous le dire. C'est complètement public, parce que tout se doit d'être transparent dans ce genre de choses. Le budget était vraiment pas élevé. Nous avons tenu à en faire beaucoup plus que ce pourquoi nous avions été consultés. Donc effectivement, je pense que auto-horaire, ça devait être 20 centimes au final, mais parce qu'on a énormément travaillé. Mais peu importe, ça c'était en plus. Non, mais les budgets étaient tout à fait normaux pour le travail qui était commandé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je vous écoute, je vais... Alors, donc une question sur la question de la campagne. Merci.
Je vais essayer, merci de votre soutien. Donc la question concerne donc la campagne d'Anne Hidalgo, et donc cette question porte sur la question du style et de l'utilisation notamment des capitales, en disant en effet pour la capitale. La question porte sur le fait que est-ce que finalement le style graphique de cette campagne n'est pas un peu dans l'air du temps, si on peut dire, hein. Et par ailleurs, est-ce que cette campagne, quelles sont d'une certaine manière, on pourrait dire les spécificités de cette campagne pour cette candidate par rapport à d'autres candidats des mêmes tendances ou d'autres partout en Europe? Alors, bien résumé? Ouais, c'est bien résumé. Alors, pour répondre à la question, au départ, le slogan était « Osez Paris », puis c'est devenu « Paris qui ose ». Donc, on avait ce mot qui était « oser ». Pour moi, « oser », c'est un mot qui est extrêmement fort et puissant. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, on a choisi de mettre quelque chose de gros et d'énorme en avant, parce que c'était franchement oser. Il fallait le voir, il fallait oser, il fallait aller en avant. C'est aussi pour ça qu'on a utilisé le biais, parce qu'il y avait quelque chose qui nous semblait juste à ce point-là. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on soit dans la tendance graphique des campagnes électorales quand vous voyez ce qui se fait graphiquement sur les campagnes électorales en général, qui sont plus consensuelles et qui vont certainement vers des choses un peu moins fortes. La campagne de François Hollande avait déjà ouvert des portes sur des usages typographiques plutôt vachement bien. Mais je ne pense pas qu'il y ait une tendance à la typo très grosse en général pour ce type de commanditaire. Non, et par ailleurs, moi je voudrais juste rajouter un petit quelque chose, c'est qu'en effet, on a vu qu'il y avait énormément d'éléments graphiques, ce petit macaron comme ça, et puis l'utilisation de la couleur aussi, c'est un élément qui est assez intéressant au-delà de la typographie, l'usage que vous faites de la couleur dans vos projets, et en particulier dans celui-ci. Donc c'est vrai que, en fait, je crois que c'est intéressant aussi par rapport à l'ensemble et la déclinaison de tous les éléments, pas uniquement cette typographie en capitale, mais plutôt l'ensemble des éléments et cette déclinaison possible comme une sorte de boîte à outils comme ça, puisque vous l'avez construite en étant conscient que par la suite, en effet, il allait falloir passer le relais d'une certaine manière. Donc, en fait, je ne pense, j'ai pas l'impression, mais peut-être je connais pas suffisamment les campagnes politiques en général en Europe, mais j'ai l'impression que la réponse qui a été faite par rapport au projet qui était celui vraiment d'une communication politique à proprement parler est assez inédite et à ma connaissance moi, en tout cas, voilà, encore une fois, c'est juste dans le petit périmètre que je connais, n'a pas été vu auparavant. Non, mais moi, il y a aussi autre chose. Excuse-moi. En fait, moi, je trouve qu'on a mis beaucoup en avant la typo, alors qu'en général, quand même, en politique, on est sur un monde d'images. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment sur le sens, on est plutôt sur comment je vais vendre mon programme. Et il pourrait vendre une brouette ou un programme ou ce qu'il veut. C'est de l'image pure. Donc je pense que là, au contraire, on est uniquement sur des mots. Et le principe d'ailleurs des petits mots qui étaient sur des fonds colorés, c'était l'idée de post-it, l'idée de poser des idées, l'idée de poser des idées sur un mur et de les piocher, de les prendre, de les déplacer. Et donc, personnellement, moi je pense qu'on est vraiment sur le sens des phrases et le sens des mots. Après, d'ailleurs, si on revient là, dès qu'il s'agit de phrases, on est toujours en minuscule parce qu'il faut être lisible au-delà de quelques mots. C'est extrêmement important. Et pareil pour les affiches qui sont dans la salle de réception du local. Enfin, la chose qui était importante pour nous, pour cette campagne, c'était de choisir une typographie parisienne, faite par des typographes parisiens aussi. Et c'est le cas parce que le Dada Grotesque est fait par un studio parisien. Donc c'était aussi un ingrédient et une condition sine qua non au travail de cette identité. Voilà. Donc oui, c'était un choix pertinent et pas à la mode. Je pense que cette charte graphique tiendra le choc dans quelques années encore.